Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde ce soir pour cette autre édition de l'information de ce vendredi. Édition que nous ouvrons par l'actualité en provenance de la capitale politique camerounaise où l'annonce de la convocation du grand débat national est l'objet de tous les commentaires. Les citoyens de la métropole économique politique du Cameroun fondent beaucoup d'espoir sur les concertations qui s'ouvrent à Yaoundé lundi prochain. Jean-Oscar Libok, Mohamed Issoumba II. Plus que quelques jours et le Cameroun tout entier a rendez-vous avec son histoire. L'histoire qui doit marquer les bases solides du vivre ensemble. Depuis 3 ans, bat de l'aile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le grand dialogue national convoqué par le président de la République, Paul Biya, a écouté l'appel du peuple, le cri du malaise. Finalement, un soulagement. J'attends que les Camerounais se réunissent une fois de plus pour bâtir un pays fort. Les gens apprécient ça. Les gens apprécient l'initiative du chef de l'État et soutiennent ce dialogue. Et on veut que ce dialogue tienne pour que le problème que le pays traverse, que ça soit résolu. Les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest en tête de pro font appel à la paix. Peace is the only way for we to solve our problem. But the president should invite those who call the dialogue to come and assist. And I want to assure you, the Cameroonians, that we can only bring peace in our country if we come to this table and talk everything that we have in our hearts. Du 30 septembre au 4 octobre, toutes les couches sociales pensent espérer voir un autre visage du Cameroun, une autre mentalité en somme. Donc ce que je veux, c'est qu'on puisse créer les emplois parce qu'on fréquente mais il n'y a pas de travail. Nous sommes tellement nombreux à être diplômés mais pas de travail. C'est ce que vous m'avez parlé de travail et parler aussi de l'ordre d'abord national. Les Camerounais ils attendent beaucoup de ce dialogue, ils attendent beaucoup de changements, beaucoup de remédiation à beaucoup de problèmes. Donc mais ils vont jusqu'à penser même que peut-être la vie va changer, qu'il y aura beaucoup de choses. Donc dans le quartier par exemple, on parle du travail on parle du travail. On parle aussi peut-être de la propreté dans les villes, dans notre ville. Non. Donc, les gens attendent beaucoup de changements, beaucoup de promesses aussi. Parce qu'il y a des promesses que le président a fait dans le passé qui ne sont pas, il n'a pas réalisé. Donc c'est ça qu'il faut qu'on a, le changement qu'on attend. Vraiment, c'est de considérer tout ce que nos confrères vont vraiment poser sur la table. C'est trop important. Vu ce qui se passe aujourd'hui là, c'est pas évident qu'on puisse progresser dans ce chaos. Mais vraiment que tout aille bon train afin que les affectations puissent s'en suivre parce que nous avons les enfants qui ne vont pas à l'école jusqu'à présent. Il faut peut-être penser à augmenter les fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, d'autant qu'un fonctionnaire supporte beaucoup de familles. C'est au niveau de la classe moyenne qu'il faudra relever. Yaoundé, capitale politique, entend recevoir tous ses filles et fils, parler en toute franchise, d'égal à égal, et trouver les solutions aux maux qui minent et détruisent notre société. De cette façon, on pourrait réussir le dialogue et résoudre le problème. Toujours dans le cadre de ce grand dialogue national inclusif annoncé à Yaoundé, le canton Bassa du Vori se dit favorable au processus de décentralisation mode de gouvernance locale décidé par le renouveau politique au Cameroun dans un mémorandum adressé au gouverneur de la région du littoral pour transmission au Premier ministre, chef du gouvernement. Les fils et filles du canton Bassa dans le département du Vori ont émis une kyrielle de propositions pour sortir de la crise et éviter l'inégalité dans le partage du gâteau national. Jean-Jamin Yedna, Raoul Ouattat. Le peuple Bassa du Vori, plus que jamais favorable à l'accélération et à la mise en place effective de la décentralisation. Dans un mémorandum remis au gouverneur de la région du littoral en prélude au grand dialogue national, tout en réaffirmant le caractère un et indivisible du Cameroun, la communauté confinée dans les arrondissements de Douala 3e et 5e, avec à sa tête Sa Majesté Maître Mbodi Epé Gaston, chef supérieur du canton Bassa, a dressé une litanie de propositions pour un cessez-le-feu et le retour de la paix dans les deux régions dites anglophones et par ricochet dans l'ensemble du triangle national. Sur le plan national et sur le plan local.
Par exemple, nous avons réaffirmé la sacralité de l'État du Cameroun, son caractère un et indivisible. Nous avons appelé de nos voeux, n'est-ce pas, que la guerre cesse dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Et nous avons appuyé sur la demande qui est pratiquement constante, celle de la décentralisation assez poussée. Je crois que c'est l'un des remèdes, des grands remèdes pour la paix au Cameroun. Nous avons insisté sur le caractère unitaire de l'État du Cameroun, c'est-à-dire un Cameroun uni et indivisible. Nous avons insisté sur l'accentuation de la décentralisation, où nous semblons dire, comme les autres, que la décentralisation peut apporter un plus dans le développement local, parce que lorsque vous êtes maître de votre destin, nous pensons que vous allez résoudre les problèmes qui s'imposent avec acuité dans la localité. Nous avons insisté sur la prise de conscience de tous les Camerounais, de savoir que nous ne sommes ni anglophones, ni francophones, mais nous sommes tout simplement des Camerounais unis par la même souche. Des propositions de solutions pour une bonne gouvernance formulées par les têtes couronnées du canton Bassa qui ont trouvé un écho favorable auprès de Samuel Dieudonné Iva Dibois et acheminées chez le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le préfet de Vouri, dans sa synthèse, a parlé longuement du mémorandum du canton Bassa. Enfin, il n'a pas dit que c'était pour le canton Bassa, mais nous étions dans la salle. Nous avons reconnu, n'est-ce pas, ce travail à travers son exposé. Donc nous sommes convaincus que ce mandat a été pris en considération et qui sera pris en considération au niveau des instances nationales. Nous avons accueilli avec une très grande satisfaction la contribution du canton Bassa du Vouri. Toutes les aspirations sont contenues dans ce mémorandum tel que nous l'avons souhaité, nous les autorités traditionnelles et aussi communales. Donc nous sommes très très satisfaits. Nous pensons que on en tiendra compte à Yaoundé pendant les 4 ou 5 jours du dialogue national. Aussitôt que le président de la République a demandé à tous les Camerounais de contribuer, notre chef de canton aussitôt nous a réunis et ensemble nous avons fait des propositions qui ont trouvé un écho favorable au niveau du département et nous avons un bel espoir que cette modeste contribution permettra au Cameroun de revenir à la cohésion sociale. Mais au-delà de sa contribution sur des questions d'intérêt national, réunis ce jeudi 26 septembre 2019 sous l'arbre à palabres de la chefferie supérieure du canton Bassa, des chefs traditionnels, notables, élites et forces vives du peuple Bassa du Vouri ont fustigé l'inégalité dans le partage du gâteau national, mieux la marginalisation dont ils sont victimes, pourtant dotés des compétences avérées dans tous les secteurs d'activité. Le canton Bassa, en plus de ces petites revendications, s'est retourné dans ses problèmes propres, ses problèmes intrinsèques, en disant tout simplement qu'il ne doit plus être marginalisé. Que dans l'échiquier du Vouri, pour me limiter à celle-là, il faut simplement qu'on pense au fils du canton Bassa, où il y a des compétences capables également de participer, non seulement dans la gestion de notre cité, mais également dans la gestion de tout ce qui concerne les entités nationales. Bien que soucieux de l'avenir de notre pays, qui s'apprête à écrire une autre page de son histoire, du 30 septembre au 4 octobre prochain, en un mot ou en 1000, à la différence des 2 autres composantes sociologiques autochtones de la ville de Douala, des Bassa du Vouri, composés de 23 villages, sont le parent pauvre de la capitale économique du Cameroun. Parlons à présent du plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Paul Atangandi était sur le terrain ce vendredi à Douala. Le ministre de l'administration territoriale est venu procéder à la remise d'un important kit
aux déplacés internes désormais dans la région du littoral et des espèces sonnantes et trébuchantes pour permettre à ces derniers un meilleur déplacement vers leur nouvelle résidence. Les précisions de Frédéric Moutamin et d'Étienne Monté. Du sourire, il y en a eu ce vendredi sur les visages de ces déplacés internes du Vouri et du Mongo, réunis dans l'enceinte du gymnase du lycée polyvalent de Bonabéry à Douala 4e. Ces hommes, femmes et enfants venus à la rencontre de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, reçoivent pour l'occasion matelas, sacs de couchage, denrées alimentaires de première nécessité et une somme de 10 000 francs CFA chacun dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence prescrit par le chef de l'État, Paul Biya. C'est 1000 familles, donc c'est environ 4 à 5 000 bénéficiaires. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous le faisons simultanément à Douala, Bonabéry et à Bamenda, Upstation. À Bamenda, aujourd'hui, il y a environ 3000 bénéficiaires et ils sont 5000. Alors, c'est un projet très important parce que dans le discours du chef d'État du 10 septembre, il a parlé de l'assistance humanitaire. Alors, donc, nous accordons cette assistance aux personnes déplacées internes pour leur montrer la sympathie du gouvernement face aux actes criminels dont elles ont été victimes. Fuyant les atrocités dans les zones en crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, ces déplacés internes ont trouvé refuge auprès des membres de famille dans les localités du département du Mongo et principalement à Bonabéry, dans le département du Vouri, région du littoral. Saluant l'action des pouvoirs publics, ces populations, aujourd'hui bénéficiaires, se disent soulagées. Ça nous fait plaisir, nous sommes très contents. Ce que nous voulons, c'est que la guerre là s'arrête. Vous voyez, la population souffre beaucoup. Par exemple, chez moi, ma famille, nous sommes pleins. Tous mes parents sont là, nous dormons qu'au sol. Donc vraiment, je suis très contente pour le geste du ministre, de monsieur le ministre, je suis très contente. Ça m'a mis une chose de joie au cœur. Oui, parce que maintenant, nous, on voit qu'ils sont là-bas à Yaoundé, ils pensent à nous aussi. Oui, je suis très content. Je suis très content. Nous pouvons dire seulement que merci pour la peine qu'il a prise pour venir rencontrer les déplacés du sud-ouest et du nord-ouest à Bonabéry, Douala 4e en particulier et une partie du Mongo en général. À quelques jours du début effectif du dialogue national inclusif, ces populations meurtries dans leur chair et dans leurs biens appellent au retour à la paix et à l'unité à travers une chanson. Pour Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, les pouvoirs publics n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Et il faut comprendre que nous sommes à la première phase, c'est la distribution de l'aide humanitaire. Et le chef d'État réfléchit déjà sur la deuxième phase, c'est le développement. Accorder l'assistance à chacun pour s'auto-gérer. Donc celui qui veut une petite activité, l'État va l'accompagner. Reconforté par ce geste des pouvoirs publics et surtout requinqué d'espoir pour un lendemain meilleur, chacun de ces déplacés internes est reparti bien chargé avec la conviction des lendemains meilleurs à venir au Cameroun et donc un retour massif dans leurs villages respectifs. Dans le registre économique, nous parlons dans cette édition de l'information ce soir des propositions de réforme fiscale et douanière émises par le secteur privé. Une concertation s'est tenue à Douala ce vendredi entre les créateurs de richesses et le ministre en charge des Finances du Cameroun, Louis-Paul Motazé. Concertation qui s'est tenue très exactement au siège du groupement interpatronal du Cameroun et qui a débouché sur l'évaluation des propositions qui ont été faites par les créateurs de richesses en vue d'un allègement de la fiscalité. Compte rendu dans ce reportage. Pour cette concertation avec le ministre des Finances du Cameroun, Louis-Paul Motazé, qui entre dans la lignée des échanges tenus en 2018, le siège du groupement interpatronal du Cameroun
a fait le plein d'œuf ce vendredi à Douala. Au menu des échanges entre les créateurs de richesses et le ministre des Finances du Cameroun, la prise en compte des propositions des réformes fiscales et douanières déjà formulées par le secteur privé, les orientations de la loi des finances 2020, les perspectives du dialogue Minfi-Patronat à l'aune du décret numéro 2019/281 du 31 mai 2019 fixant le calendrier budgétaire de l'État et le contexte économique, financier actuel du pays et les propositions récentes des chefs d'entreprise. Sur ce dernier point, Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun, tout en reconnaissant les efforts du Cameroun dans le cadre du programme de réforme avec le Fonds monétaire international, a tenu néanmoins à rappeler au ministre l'urgence d'un allègement fiscal pour éviter l'asphyxie des entreprises camerounaises. Disons que le changement de paradigme fiscal que nous appelons de nos voeux n'est pas possible sans une volonté farouche de le réaliser. Nous comprenons que cette volonté peut être freinée par l'obligation de respect des repères du programme économique et financier que le Cameroun a engagé avec le FMI. Pourtant, il importe d'attirer l'attention sur le fait qu'à mesure que les repères du programme sont satisfaits dans un contexte morose de l'activité économique, les entreprises seront de plus en plus affaiblies, ce qui induirait des risques de dérapage du programme, sauf à pressuriser encore plus les entreprises au point de les vouer à la mort. Et donc, in fine, à tuer le programme lui-même. Tout en balayant les rumeurs sur l'élargissement de l'assiette fiscale, le ministre Lupold Motazé, au cours de cette concertation, a apporté des clés de compréhension sur les objectifs visés par le gouvernement du Cameroun, qui souhaite une diversification de notre économie. L'élargissement de l'assiette fiscale est une mesure permanente. Il faut bien qu'on explique pourquoi. Lorsque nous sommes dans une situation où nous voulons améliorer le rendement fiscal en matière sur le plan quantitatif, c'est-à-dire de recouvrer beaucoup plus de recettes fiscales pour ne pas être trop dépendant du pétrole, on ne peut pas accepter que ce soit les mêmes qui payent. Parce que si c'est les mêmes qui payent avec un rendement fiscal qui s'accroît, ça veut dire les mêmes vont payer plus. C'est ça qui n'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle l'élargissement de l'assiette fiscale est une mesure très importante. Mais elle ne peut pas se faire en un an. Hein. Vous savez, en plus, nous sommes dans une économie où le secteur informel occupe une place extrêmement importante. L'élargissement de l'assiette fiscale passe aussi par la fiscalisation du secteur informel. C'est-à-dire qu'il y ait une migration du secteur informel vers le secteur formel. Personne ne peut imaginer que cela se fasse en un an. Moins d'un an après la rencontre tenue le 2 novembre 2018 au siège du GICAM, cette concertation entre les patrons d'entreprise et le ministre des Finances a surtout permis d'évaluer les propositions en matière de fiscalité, des propositions de réforme du GICAM, 83 au total, qui avaient alors reçu un avis favorable du ministre des Finances pour 47. Toujours en économie, les responsables du ministère des Finances, les agents comptables et les proches collaborateurs de Lupold Motazé, récemment nommés dans la région du Nord, ont eu une réunion d'évaluation à Garoua. Praxed Toulou, Seydou Fonzier pour le compte-rendu. Moderniser la gestion des ressources humaines et renforcer les capacités des contrôleurs financiers, c'est à ce titre que les acteurs du ministère des Finances, les agents comptables, les collaborateurs privilégiés entre le ministère des Finances et les démembrements de l'État auprès desquels ils sont nommés, se sont réunis dans le cadre d'une concertation à Garoua, dans la région du Nord Cameroun. Le séminaire de Garoua est le tout premier d'une série qui devrait se poursuivre dans le littoral et dans l'ouest du Cameroun. Maintenant, pourquoi les contrôleurs financiers spécialisés, les agents comptables? Il faut savoir que c'est des acteurs majeurs qui ont été envoyés par le ministre des Finances au sein de ces structures pour s'assurer que tout le personnel en détachement, lors de son arrivée en retraite, puisse bénéficier de la totalité de sa pension retraite. Donc les acteurs, comme les contrôleurs financiers, doivent s'assurer que ce reversement est effectif et ils doivent s'assurer que cela se passe mensuellement. C'est pour ça que nous avons tenu à être là aujourd'hui, pour les sensibiliser, mais aussi pour leur donner les outils, les méthodes de calcul qui leur permettraient de faire leur travail avec un peu plus d'efficacité.
Durant cette rencontre, plusieurs doléances ont été évoquées, entre autres le droit à la pension des agents publics en détachement et la sécurisation du système de retraite déjà déficitaire. L'État, le président de la République, a donné des instructions qui n'est pas normal qu'un fonctionnaire qui a servi loyalement l'État après un certain nombre d'années, comme nous autres, pendant près d'une trentaine d'années, nous avons servi l'État. Il n'est pas normal que la retraite, au moment que la retraite vienne, que nous ne puissions pas bénéficier le plus aisément possible de notre pension, qui est un droit. Comment vous pouvez vous imaginer que 6 ans après, je ne bénéficie pas de ma pension? Donc, même les instructions du chef de l'État ne sont pas suivies par ses collaborateurs, pas du gouvernement. Un entretien qui fait suite aux constats nombreux de dysfonctionnements observés sur le terrain et du non-respect de la réglementation en vigueur. Néanmoins, pour ces acteurs du ministère des Finances, le respect des procédures de suivi et de contrôle des reversements des cotisations pour pension reste et demeure la voie idoine pour une bonne exécution de la Constitution, des droits à pension et par voie de conséquence, gage de sécurité sociale de cette catégorie de personnel. Nous ouvrons à présent le dossier de la rédaction ce soir avec cette actualité en rapport avec la 40e édition de la Journée mondiale du tourisme qui se célébrait ce vendredi 27 septembre 2019. Le Cameroun de concert avec la communauté internationale a donc célébré cet événement placé sous la thématique tourisme et emploi pour un avenir meilleur. Il s'agit d'une thématique dont l'objectif vise à rappeler aux uns aux autres une prise de conscience collective sur les enjeux et l'importance du tourisme du point de vue économique, politique, culturel, mais également social. Praxed Toulou nous en dit davantage. Sous l'initiative de l'OMT, entendez Organisation mondiale du tourisme, la Journée mondiale du tourisme a été célébrée à partir de l'année 1980 et c'est la date du 27 septembre qui a été retenue pour marquer l'anniversaire de l'adoption des statuts de l'OMT en 1970. L'objectif principal de cette célébration est la prise de conscience de l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et même politique. La journée est célébrée à travers des manifestations se rapportant au thème choisi par l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme sur recommandation de son conseil exécutif. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme adresse tous les ans un message à l'occasion de la journée et en préside les manifestations officielles. La date de la Journée mondiale du tourisme est particulièrement bien choisie car elle coïncide avec la fin de la saison haute de l'hémisphère nord et le début de celle-ci dans l'hémisphère sud. Par conséquent, le tourisme est présent dans l'esprit de millions de personnes du monde entier. Ainsi, tous les ans, l'OMT invite les personnes de tout âge et milieu à célébrer la Journée mondiale et à participer aux fêtes organisées à cette occasion dans leur pays respectif ou destination historique. En dépit des conflits dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, l'activité touristique au Cameroun présente des signes de résilience. L'offre touristique a d'ailleurs permis au cours de l'année 2018 d'enregistrer environ 800 000 touristes étrangers selon les récents chiffres rendus publics par les autorités camerounaises. Plus de précisions dans ce reportage. Au Cameroun en 2016, c'est un secteur qui contribue à hauteur de 2,5 milliards de dollars au produit intérieur brut national, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme. L'activité touristique a donc pris un sacré coup dans les zones anglophones, touchées par des violences depuis 3 ans. Si la crise à l'est du Cameroun et à l'extrême nord du pays ont globalement été maîtrisées avec une lueur d'espoir pour la relance de l'activité touristique, le conflit larvé depuis 2017 aux conséquences économiques particulièrement désastreuses ont fait chuter les chiffres d'affaires des hôtels de 90% dans la région du sud-ouest du Cameroun, selon les estimations des opérateurs du secteur du tourisme et de la restauration. Sur la partie côtière du Cameroun, la cité balnéaire de Limbé dans le sud-ouest, concentrant l'essentiel de l'activité touristique grâce à sa plage de rêve et son tissu infrastructurel adéquat dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, s'est considérablement vidé de ses touristes expatriés
quatrier pour la majorité, les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun étant classées par les chancelleries parmi les zones à ne pas fréquenter au Cameroun. Malgré ce constat alarmant, l'Afrique en miniature reste résiliente dans le secteur touristique. La diversification de l'offre touristique a d'ailleurs permis au Cameroun d'enregistrer 812 000 touristes internationaux en 2018, selon le dernier rapport du Cameroun Destination confectionné par le ministère du Tourisme et des Loisirs. C'était l'une des fiertés des populations de la ville Lumière et Déa. Le marché du bord n'est plus que l'ombre de lui-même. L'édifice construit à l'époque coloniale est vieillissant. En plus, les deux ponts reliant les deux extrémités de ce marché se sont affaissés au grand désarroi des usagers. Les précisions de Jean-Jean Meyedna et Jean-Blaise Tonnet. Construit en 1974 et inauguré la même année par Mengue Jean Marcel, alors à l'époque gouverneur de la région du littoral, le marché de bord à Edea, dans le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, n'est plus que l'ombre de lui-même, vieille de plus de 45 ans, d'infrastructures commerciales, dotée de deux ponts, traversant le même ruisseau, se déversant dans le fleuve Sanaga, et qui faisait autant jadis le charme et la fierté des populations de la ville Lumière, est aujourd'hui l'objet de tous les malheurs des commerçants et autres usagers. C'est vraiment grave, nous ne voulons plus ça. Il faut arranger ces ponts, c'est parce que nos élèves, nos enfants partent à l'école. Et c'est face à une sous-préfecture, la sous-préfecture de DA premier. Ils voient ça, ils passent par là. Ils ne font rien, ils ne réagissent pas. Parce que même actuellement, le pont était cassé. Un nouveau qu'on avait rendu et après, ça a encore fait percer le trou là. Bon, je ne sais pas si la commune voit ce qu'il doit faire sur le trou là, parce que actuellement, ça c'est un pont qui nous fait traverser beaucoup de choses. Un pont où tout le monde, quand il va trouver, je ne sais pas si le matin il va trouver que c'est encore fonctionnel, parce que ça se ronge du bas. Et ça, j'espère que tout le monde est au courant, parce que même les autorités administratives et même les FMO, le comité central spécial, sont passés même par ici pour voir ce qui s'est passé. Effondré en 1999, le pont reliant les deux extrémités du marché de bord et le second qui relie le rond-point du marché au quartier administratif, affaibli sous la forte pression des intempéries, il y a quelques années, n'ont jamais reçu un coup de pelle. C'était un 16 heures. De l'année, c'est le mois qui m'échappe, mais de l'année 1999. Nous avons entendu un grand bruit, chose terrible et heureux pour nous parce que ce jour, Dieu a permis que tout le monde quitte sur le pont avant cette heure-là. Il n'y avait aucune personne sur ce pont quand ça s'effondrait. Depuis que le pont s'était cassé là, on dit qu'on a rangé le pont. Vous-même voyez. C'est le pont qu'on a rangé. Si on a rangé le pont, c'est que nous ne sommes même pas là. C'est que les voitures passent. Là, ils ne font rien, ils voient ça, ils passent là chaque jour. Mais il faut que l'une des voitures de l'une des autorités tombe dans ce pont pour qu'ils sachent que ça va mal. Ces deux ponts qui jadis charriaient les populations de la ville d'Edea représentent la face visible de l'iceberg et les doléances des habitants à l'endroit du maire d'Edea premier et du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'Edea sont restés jusqu'ici lettres mortes. Pendant la campagne présidentielle, ils sont venus avec les sacs de riz. Et c'est pas ce que nous attendons d'eux. Les sacs de riz, ça nous fait quoi? Si on mange une seule fois, alors que cette route doit nous servir éternellement. Mais ils ne font rien. Pendant la campagne, ils viendront avec les sacs de riz, venir nous enarquer les oreilles. Nous, on en a marre. On n'a pas de route. Même les ponts sont finis. Le pont présente un grand danger tant pour les usagers que pour les commerçants. Et il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose parce que depuis lors, on a toujours vu des gens venir filmer, interviewer les gens, mais jamais on a vu des travaux commencer. Certainement, des élites et autres élus du peuple de cet arrondissement attendent les prochaines joutes électorales pour mettre en exergue la réhabilitation de ces infrastructures routières comme objet de campagne électorale.
Et on en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières. Elle est surnommée la Gandhi sahraouite. Aminatou Haïdar a reçu avec 3 autres lauréates le prix Right Livelihood qui se vaut l'équivalent du prix Nobel. Les précisions de nos confrères d'Africa News. On la surnomme la Gandhi sahraoui. Aminatou Haïdar a reçu mercredi avec 3 autres lauréats le prix Right Livelihood qui se veut le Nobel alternatif. Un prix dont elle espère qu'il braquera les projecteurs sur la situation du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole annexée par le Maroc en 1975. Depuis des décennies, Aminatou Haïdar organise des manifestations en faveur de l'autodétermination, répertorie les cas de torture et a fait plusieurs grèves de la faim. Elle a aussi passé plusieurs années en prison. Les jeunes endurent au quotidien, dans leur chair, la répression, la torture, l'emprisonnement, les procès inéquitables, la marginalisation et la pauvreté. Cela fait partie de la stratégie politique du Maroc pour marginaliser les jeunes sahraouis. Or, pour que la jeunesse sahraoui ne réponde pas de manière violente, il faut garantir ses droits les plus élémentaires. Si les Nations Unies ont reconnu le droit à l'autodétermination du Sahara occidental, la communauté internationale reste muette sur la question et cette militante peine à faire entendre sa voix. Les émissaires de la Confédération africaine de football sont en mission au Cameroun. La délégation conduite par Constant Omari, premier vice-président de la CAF, a visité les différents chantiers liés à l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 à Yaoundé. Les précisions de Jean-Oscar Libok et de Mohamed Essoumba II. La commission d'inspection de la Confédération africaine de football est entrée à pied d'œuvre ce jeudi à Yaoundé. Leur visite, voir à quel niveau est la qualité des infrastructures commises pour le déroulement du championnat africain de football, le CHAN, que le Cameroun organise en 2020. Les inspecteurs, accompagnés du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Bolé-Kombi, le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo-Dioa. Le stade Amadou Ahidjo était leur première destination. Là-bas, pas besoin d'un dessin, la pelouse est présente et bien entretenue. Les vestiaires et les installations sanitaires répondront certainement aux attentes bien aussi visibles. Les cabines de reportage, bref, c'est un stade à Amadou Ahidjo qui présente fière allure. Au vu des sourires, on peut lire dans leur expression un point important de marquer de ce côté. Après quoi, le stade annexe numéro 1 commis pour les entraînements, rien à signaler. Le directeur du stade le confirme. Merci pour la question. Ma réponse est sans appel, nous sommes prêts. Nous sommes d'ailleurs prêts depuis longtemps. Nous avons accueilli la CAN 2019 ici, la CAN féminine 2016. Nous sommes donc prêts naturellement pour la prochaine 2020 et éventuellement la CAN 2021. Donc il n'y a rien qui complique à ce jour. Ça, c'est les inspecteurs qui nous diront. À notre niveau, nous allons faire le maximum. Nous pourrons faire davantage si c'est demandé. Mais nous pensons que tout est prêt maintenant. Et si d'aventure il y a des recommandations, bien entendu, on va les prendre en compte pour améliorer davantage. La première journée, aussi importante que chargée, a conduit la délégation à visiter les bureaux de la COCAN, le comité d'organisation de la CAN. Le complexe Olembe, bien que n'entrant pas dans l'organisation de la compétition du CHAN, les inspecteurs ont tout de même tenu à y faire un tour. Là-bas, les travaux sont en arrêt depuis près de 7 mois. Passé cette étape, les stades de Ngouaekele et celui du complexe Beyak sont venus mettre un terme à cette première journée d'inspection des émissaires de la CAF. Ce vendredi, ils se rendent à Bafoussam. Et pour être complet sur ce sujet d'actualité, un rapport avec cette mission d'inspection de la Confédération africaine de football au Cameroun, mission conduite par Constant Omari, rappelant que la délégation de la Confédération africaine de football était ce vendredi à Bafoussam, capitale régionale de l'ouest du Cameroun, pour toucher du doigt l'état d'avancement des différentes infrastructures sportives liées au championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Une délégation de la CAF qui est attendue à Douala ce samedi. C'est tout pour cette édition de l'information. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Bon début du week-end à tous et à toutes. Au revoir.